Bon lundi à tous, madame, messieurs, la presse est disponible. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin. La nouvelle expression parle de mariage de Biboun Issac, comment le MRC a dribblé les flics. C'est le titre proposé par le tabloïd pour dire simplement que pendant que les policiers avaient donc mis en état de siège l'hôtel qui allait abriter la cérémonie ou les cérémonies du mariage du porte-parole du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le 14 août dernier, Sa Majesté Bilo Aefa, officier d'état civil, a tranquillement célébré le mariage à sa chaufferie. Une drôle d'histoire que vous aurez à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également des fonds Covid-19 avec la pression de Transparency. L'organisme s'est donc à nouveau prononcé sur les accusations de détournement de fonds qui agitent d'ailleurs l'espace public. C'est en page 6 du journal. Le journal parle également du port du masque obligatoire. L'offensive de l'Ouest Cameroun. Le gouverneur Awa Fonkan Augustine a saisi les préfets et les responsables des forces du maintien de l'ordre pour les adjoindre de prendre des mesures coercitives. C'est dans le journal en page 2 ce matin. Le même journal parle également de la crise anglophone avec l'indignation de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés par la plume de son président par intérim, James Mwangi Kobila, qui condamne d'ailleurs toutes ces exactions. C'est à lire en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin. L'autre journal disponible, c'est le Messager qui parle d'agro-business et agriculture, scandale financier dans la gestion du PDCVA. Un rapport de la Banque africaine de développement sur le projet de développement des chaînes de valeur agricole révèle d'ailleurs d'énormes dysfonctionnements dans les lignes budgétaires. C'est ce qu'on lit en page 4 du journal. Le journal parle également de spoliation foncière. Le sous-préfet de Douala, deuxième victime de machination. C'est une question que se pose le journal. Dr Didier Bicha, cité donc dans une supposée affaire de spoliation des terres au Bois des Singes ou encore au camp TZF. C'est ce que le journal propose également ce matin. Autant d'actualités à lire dans la presse, dans le Messager et bien d'autres tabloïds aussi. Le journal Intégration, pour sa part, parle de commission de la CEMAC. Jeune Afrique dans le complot. Sous la plume de Mathieu Olivier, un article du magazine panafricain publié donc le 9 août dernier jette bien entendu le probe sur la gouvernance au sein de l'institution communautaire. Par ce choix donc éditorial, le journal persiste dans sa logique de faiseur de roi pour l'organisation sous-régionale. C'est ce qu'on lit en page 4 du journal ce matin. Le journal parle également de décapitation, peur et inconnu. La trilogie de l'horreur dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, c'est-à-dire en page 4 d'intégration. Intégration qui est en kiosque ce matin. Le journal L'Œil du Sahel parle d'un Gaoundéré. Gaoundéré avec le film de l'arrestation des assassins de Zoyem Matenou, c'est-à-dire en page 3. On parle également de la Damawa où Ketia Cortez passe la voirie municipale d'un Gaoundéré au scanner. En page 5 du numéro disponible en kiosque ce matin, d'autres informations sont contenues dans le même journal, L'Œil du Sahel. Et puis le journal Entrepreneur s'intéresse notamment au Covid-19 qui détruit davantage le secteur touristique au Cameroun. C'est le grand titre proposé par le journal pour dire qu'avant le Covid, le secteur était déjà touché et aujourd'hui, la pandémie vient davantage enfoncer dans le noir ce secteur d'activité sur le tourisme, bien entendu. Donc il faut voir quelles sont les mesures qu'il faut trouver pour remonter et peut-être redonner le sourire à ces acteurs de ce secteur. C'est à lire dans le journal en page 8 du journal Entrepreneur qui parle également de Sirius Ngor, un administrateur aux stratégies prophétiques. C'est ce qu'on lit en page 7 et on s'intéresse également à la communauté urbaine de Douala avec 46 milliards de francs CFA de budget en 2020. Autant d'actualités à lire dans la presse disponible en kiosque ce lundi. Toujours dans la presse ce matin, il y a le journal L'Équation qui parle donc de déclaration d'une partie du massif forestier des Beaux avec les artificiers du chaos qui doivent donc rendre compte. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. Je vous invite à lire le dossier en question. Le même journal parle aussi d'insertion des PME dans les centres de gestion agréés. Achille Basili King 3 promeut d'ailleurs l'initiative dans ce sens dans la région du Sud. C'est ce qu'on lit également dans le journal ce matin. Et puis le journal Émergence parle du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le bilan des atrocités commises donc entre mai et août 2020 dans un rapport, le Centre des droits de l'homme et la démocratie en Afrique aujourd'hui répertorie d'ailleurs ces exactions. Et là, on voit bien qu'il y a la réaction de maître Christian Bomo Ntimbane dans le journal en page 5. On s'intéresse aussi à autre chose, autre actualité dans le même journal, Émergence ce matin. Et puis Mutation parle donc de Vallée d'une Thème.
terre d'accueil, terre d'orgueil, c'est ce que le journal propose comme titre pour dire simplement qu'il y a d'autres actualités, d'autres faits sur le terrain concernant ce volet, parlant notamment à la sud, à l'opposition des populations locales. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspend jusqu'à nouvel avis les effets du contrat de bail entre l'État du Cameroun et bien entendu la société Néo Industrie. C'est ce que le journal propose ce matin, mais le gouvernement exige donc un consensus préalable avec notamment les riverains. C'est à lire en page 11 du journal. Le même journal parle également de Yaoundé où on a encore parlé d'une autre explosion de bombes artisanales. Ce sont là des informations à lire dans le quotidien Mutation de ce matin. Et puis le journal L'économie qui en kiosque s'intéresse à la fraude, contrebande, contrefaçon. Donc les pistes pour améliorer la surveillance douanière, c'est dans le dossier proposé par le journal ce matin et d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse, parue à notre rédaction, nous propose ce lundi. Vous aurez l'occasion de lire les tabloïds et être parfum de l'actualité sur Faites un tour en kiosque, justement, avec Thierry Nyompé qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs de la Revue des Grandes Lunes, bonjour à Bernard Batanant, c'est un plaisir d'être là ce matin. Merci d'être là ce lundi matin, comme tous les lundis d'ailleurs. Bonjour Bernard. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Revue des Grandes Lunes. Je dis toujours c'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Justement, les choses de la cité qui sont contenues dans les tabloïds et vous aurez l'occasion de lire aussi. Vous qui êtes déjà avec nous, vous avez parcouru quelques lignes, en tout cas la presse disponible ce matin. On parle notamment de la nouvelle expression qui s'intéresse au mariage de Bibou Nissak, comment le MRC a dribblé les flics. D'ailleurs, on peut les lire dans l'article de la page 3, pendant que la police avait choisi un coin. Sa Majesté Bilo Haïfa a décidé ou a choisi bien entendu de sa chefferie pour célébrer le mariage de Bibou Nissak. Non, c'est une affaire rocambolesque qui pour moi ne devrait pas l'être parce qu'en réalité on ne comprend pas comment une affaire privée peut devenir une affaire publique. Parce que le mariage d'une personne est quand même une affaire privée. Quand il y a publication de bancs, c'est la famille, ce sont des amis qui festoient. On ne comprend pas comment simplement parce qu'on est porte-parole d'un représentant ou porte-parole d'un leader de parti politique, notamment le professeur Maurice Kamto, on se retrouve subitement au cœur de l'actualité, au point où on organise des débats sur des plateaux de télévision, dans des radios, pour discuter d'une affaire privée, simplement parce que les personnes en charge de la gestion d'un certain nombre de dossiers sont permis justement d'aller au-delà, parfois d'outrepasser leur mission régalienne. On ne comprend pas. Pour moi, c'est une actualité qui ne valait pas la peine d'être posée sur la table des discussions, simplement parce que ça reste une affaire privée. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est porte-parole d'un leader de l'opposition, fut-il le professeur Maurice Kamto, qu'on devrait bénéficier d'une politique de deux poids, un poids, deux mesures, comme on l'a vu là, parce que monsieur Bibou a raison de se marier comme tous les autres Camerounais. Pourquoi interdire son mariage sous prétexte que c'est le sous-préfet qui a donné la possibilité. Justement, mais c'est ce que je dis. Le sous-préfet a donné des raisons justement au MRC, à ses affidés et également aux journalistes de se donner à cœur joie parce que ce sont des éléments qui, à la face du monde, ne sont pas assez reluisants pour le Cameroun, pour la démocratie camerounaise, pour l'avancée des libertés. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'en principe, on aurait même dû interpeller, attirer l'attention au chef de l'État. Et je crois qu'une fois de plus, le ministre Paul Atanandi devrait tirer les leçons qui s'imposent. Parce que là, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire banale qui se retrouve à la face. C'est pas une affaire politique, vous voulez dire? Simplement que elle est banale, c'est une affaire. La célébration de mariage. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu beaucoup de célébrations. Vous n'avez pas vu un quelconque sous-préfet interdire une quelconque célébration. Les mariages, la loi le permet. On peut déplacer l'officier d'état civil pour célébrer un mariage dans un hôtel, dans une maison, dans une paroisse. Cela a toujours été le cas. On ne comprend pas pourquoi le cas de ce porte-parole, du porte-parole du MRC devrait faire l'objet d'une célébration ou d'un regard à somme toute particulier sous prétexte que le secrétaire de l'état civil n'avait pas prêté serment. En réalité, ce sont des arguments fallacieux, spécieux. C'est pas le premier mariage qui célèbre d'ailleurs. Spécieux qui ne méritaient pas de subir un tel traitement. C'est bien dommage. Alors, Bernard, lorsque vous parcourez également la nouvelle expression, vous comprenez bien que le sous-préfet s'est donné un peu du zèle pour donner également la possibilité à la presse de se mouvoir aisément. Alors, je constate que désormais, pour se marier, il faut avoir l'autorisation du sous-préfet.
une autorisation pour exercer son droit naturel. Il est même divin. Parce que le mariage est une institution divine. Tu quitteras ton père et ta mère, tu formeras un couple, une famille avec ta femme. Mais aujourd'hui, un sous-préfet, il s'assoit, il dit non, toi tu ne dois pas te marier. Parce que moi je suis le sous-préfet. Non, moi je pense que c'est une affaire extrêmement grave qu'il faut regarder. Nous sommes ici, et j'aime toujours à le dire, dans une république qui est régie par des lois. Le sous-préfet a certainement donné des arguments pour lesquels il a interdit. Mais tous ces arguments ont été balayés du revers de la main parce que la publication des banques a été faite et tous les autres arguments qu'il a donnés. Mais qu'est-ce qui a donc motivé le sous-préfet à interdire? Et moi, j'aime toujours dire que face à des dérives comme ça, on crée, l'administration crée ses propres héros. Parce que le sous-préfet a créé un héros. Aujourd'hui, là, Biboun Issa peut organiser une conférence. On ira à la conférence de ce monsieur dont on a interdit le mariage. On lui a dit, ne te marie pas. Il peut organiser une conférence. Autant que son président avait organisé une conférence, une tournée en Europe pour sortir de la prison. Les gens sont allés non pas écouter le président du MRC, mais celui qui a passé 9 mois en prison pour rien. Il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais. Et oui, effectivement, le mariage a eu lieu. C'est un pied de nez qu'on a fait au sous-préfet. Bon, finalement, je crois que Biboun Issa et peut-être sa femme seront interpellés pour avoir célébré un mariage non autorisé par le sous-préfet. Il faut attendre la suite de l'histoire. En tout cas, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Parce que là, on va passer au sujet. Oui, juste pour dire, en fait, Bernard l'a dit peut-être à demi-mot, on donne des éléments de destruction. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, n'a jamais demandé que l'on procède de la sorte. Non, on veut plaire au prince et malheureusement on utilise parfois des artifices qui ne sont pas de nature à vendre positivement l'image du Cameroun à l'extérieur, parce que l'image que l'on a du Cameroun à l'extérieur est une image extrêmement écornée. À cause de ce comportement moyenâgeux, il faudrait que cela cesse. Nous sommes dans une république qui a des droits, les citoyens ont des droits et des devoirs, et Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est un devoir divin. Il est normal de se marier aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Donc ce qui s'est passé, le sous-préfet en principe, ce sous-préfet, le ministre, il a dit tout à l'heure, l'administration territoriale devrait le rappeler à l'ordre. D'accord. Alors, vous aurez à lire l'article en page 3. Finalement, le mariage a eu lieu. Ça, on l'a dit également. Donc, Sa Majesté Bilo a plutôt tranquillement célébré le mariage à sa chefferie. Une drôle d'histoire que je vous invite à lire dans le journal en page 3 ce matin. Le même journal parle aussi de la crise anglophone avec l'indignation du Conseil national des droits de l'homme. Et là, vous aurez aussi l'occasion de parcourir l'article en page 2. Mais seulement, il y a dans le même journal, on parle du port du masque, l'offensive de l'Ouest, avec le gouverneur qui aujourd'hui a d'ailleurs saisi les préfets et les responsables des forces de maintien de l'ordre pour désormais inviter ou interpeller tous ceux qui ne vont pas respecter les mesures barrières. Oui, il s'agit là d'un problème de sécurité. Et puis, vous savez, la santé, le gouvernement est garant aussi de la santé des citoyens. Au moment où on a procédé par une période d'information. Si ceux qui ne veulent pas adhérer, on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape répressive. Parce que les gens peuvent, à partir d'une négligence, propager la maladie. Moi, je pense que, comme la pandémie est encore dans nos murs, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Oui, c'est pour notre santé à nous, c'est pour notre intérêt à nous. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'État, d'abord pour notre intérêt, pour l'intérêt de la famille et l'intérêt de la société. Maintenant, comme on a procédé par information, par sensibilisation, si les gens n'adhèrent pas, je pense qu'il est de bon ton qu'on passe par l'étape répressive. Moi, je parle ainsi, voilà mon masque, moi je le mets. Je ne parle pas. Il faut mettre le masque. Il faut mettre le masque vraiment. Oui, tout le monde a le masque, ça il faut le rappeler. Alors on l'enlève, on le retire juste parce que nous sommes à l'antenne là maintenant. Voilà, on a besoin d'esthétique justement. Alors,
Quelle est la lecture que vous faites de l'acte posé par le gouverneur de la région de l'Ouest? Le temps part de cette région, c'est-à-dire passer à l'offensive maintenant. Non, il faut dire que... À la répression. Il faut dire que le gouvernement de la République est allé même au-delà. L'Ouest n'a fait que peut-être fait parler de lui par rapport aux autres régions. Si vous avez écouté la sortie du chef du gouvernement, on est revenu longuement là-dessus. Il faudrait que les Camerounais comprennent que certes, on doit apprendre à vivre avec la Covid-19 désormais, mais que peut-être les recettes de grand-mère ont fait florès, ont réussi d'une manière ou d'une autre à endiguer peut-être que la maladie au Cameroun, mais la maladie continue sa lente progression au sein du corps social. Vous n'avez qu'à voir les chiffres, on est en train de frôler déjà les 20 000 contaminés. Heureusement que le taux de guérison n'est pas aussi loin de là. On n'a pas affleuré le cap de 500 morts. Jusqu'à présent, c'est assez reluisant par rapport à d'autres pays, mais il faudrait quand même, toute proportion gardée, rester vigilant parce que l'ennemi ne dort pas, notamment à cette maladie. Et il y a aujourd'hui où il y a eu l'ouverture des frontières, il peut y avoir une sorte d'importation de la maladie une fois de plus. Et je vous rappelle que la Covid-19 ou le nouveau coronavirus est une forme assez changeante. Donc, elle peut, en même temps, ce virus peut muter entre-temps et donner une naissance à une nouvelle forme. On a vu les solutions qui ont été apportées par la médecine traditionnelle, notamment Monseigneur Samuel Klega et les autres qui ont beaucoup travaillé là-dessus, les recettes de gamme qui ont porté des fruits, mais la vigilance vaut mieux que toute chose. Donc, une fois de plus, les Camerounais devraient comprendre. Parce que quand vous regardez comment ça se passe dans les marchés, dans les supermarchés au moins, on y veille un peu, au niveau, on flitte les entrées. On exige le lavage des mains, on continue à exiger l'utilisation des gels hydroalcooliques. Il faudrait maintenant que l'on comprenne effectivement que la maladie est encore là, elle est cette latente, elle sommeille, mais par rapport au pic qu'on avait enregistré il y a quelques 2-3 mois, mais il faudrait quand même comprendre que au fur et à mesure que l'on avance, la courbe de contamination augmente. C'est vrai que la courbe de guérison également est assez importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais toute proportion gardée, restons assez vigilants, continuons à respecter les mesures barrières et que d'autres régions emboîtent le pas à la région de l'Ouest. Très bien. Alors, la maladie, il faut déjà le rappeler, pour certains chercheurs, elle touche déjà les enfants aussi. Ça, il faut le rappeler également. Donc, il faut faire attention à amener les enfants à comprendre qu'il faut porter le masque et il faut rester vigilant, mais respecter les mesures barrières, véritablement. Et là, on peut également lire ce que le journal propose ce matin avec cette note du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun qui va désormais sévir parce qu'il n'est plus question de sensibiliser. Cette étape est donc passée et c'est une autre qui démarre. Donc, il faut respecter ces mesures barrières. Le journal Entrepreneur, puisqu'on parle du Covid, Entrepreneur parle donc de la pandémie qui vient davantage enfoncer le secteur touristique au Cameroun. Et là, déjà avant la pandémie, le secteur avait déjà des problèmes. Oui, il faut le dire. La pandémie du corona a ses répercussions, ça c'est clair. Les hôtels se sont vidés de leurs clients du fait effectivement des confinements, à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur. Il n'y a pas de mouvement de personnes et de biens entre le Cameroun et l'étranger. Il n'y a pas eu un mouvement de personnes à l'intérieur du Cameroun. Et c'est normal qu'au niveau des hôtels, qu'il y ait une baisse de l'activité. On a fait des tours dans certains hôtels qui sont pratiquement vides. Et pire encore, dans les régions en crise aussi. Voilà. Bien. Et moi, je pense que face à cette situation, l'État régalien devait y voir quelque chose. C'est-à-dire que procéder peut-être par des subventions, parce qu'ils ont perdu, parce que les hôtels emploient de nombreux Camerounais. Il faut bien qu'ils vivent. Et pour vivre, il faut travailler. Et pour travailler, il faut aller à l'hôtel, à son lieu de service. Et comme il n'y a pas une influence, on a tendance à mettre les gens dehors. Parce que ça, c'est les effets secondaires. Je pense que dans l'accompagnement, dans la lutte contre le coronavirus, on devait tenir compte de tous ces paramètres, des paramètres économiques, des paramètres sociaux et des paramètres au niveau des entreprises, comme l'a souligné par ailleurs le GICAM, qui a pensé que l'État devait apporter un peu d'oxygène pour que l'économie ne succombe pas. Parce que si on y prend garde, d'ici 3 à 4 mois, on aura les vraies répercussions du marasme économique dû
au coronavirus. Ailleurs, on pense déjà à l'après-Covid parce que ça va davantage être rude avec notamment cette pandémie. Mais seulement, c'est le constat fait par le journal Entrepreneur, c'est qu'il y a davantage de difficultés dans le secteur. C'est vrai que ce n'est pas le seul secteur aussi. C'est ce que je voulais vous dire. La pandémie. Comme je l'ai dit, c'est un choix, c'est un angle qui a été choisi par le journal. On peut prendre plusieurs autres secteurs. Même le secteur de l'importation a subi de plein fouet les affres de la Covid-19. Donc, Bernard l'a dit, hein, il n'y a pas de mouvement de personnes. Tout le monde sait que les hôtels vivent justement de ce flux-là, de ces déplacements. Parce que quand vous vous déplacez d'une ville à une autre, vous devez aller dans un hôtel pour y séjourner. Quand vous n'avez pas de domicile, là où vous partez, donc, ou de résidence. Et c'est tout à fait normal. Donc, quand il y a réduction des mouvements, des flux, il est tout à fait normal qu'il y ait également des problèmes au niveau du secteur touristique, notamment dans le secteur hôtelier. Mais là, on ne parle pas nécessairement ou exclusivement des hôtels. Il y a également des sites touristiques qui ne sont pas fréquentés. Faites un tour du côté de Limbé ou du côté de Kribi, qui sont pour l'instant les sites les plus prisés. Je ne parle pas de la partie septentrionale du Cameroun avec doublé à l'insécurité. Donc, il faudrait, on ne le dira jamais assez, hein, accompagner davantage les opérateurs économiques pour pouvoir faire face à la Covid-19 parce que justement les lendemains de cette pandémie seront assez rudes. On les ressent déjà au sein du corps social. Les médias n'en sont pas épargnés. Très bien. Alors, c'est en page 8 du journal Entrepreneur ce matin. Émergence parle fait le bilan, en tout cas, des atrocités commises entre mai et août 2020. Il y a dans un rapport le Centre des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique qui continue en tout cas de révéler quand même que ce n'est pas normal ce qu'on subit dans ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, je crois que avec les atrocités, il y a même une vidéo qui circule là que je n'ai pas eu le courage de regarder. Avec les atrocités du 4 août à Mankom et du 11 août à Mouyouka, on a atteint la cote d'alerte. Et je pense que les pouvoirs publics doivent prendre l'affaire au sérieux. On ne va pas se limiter aux condamnations. On a condamné, les États-Unis condamnent, le Comité national des droits de l'homme condamne, la société civile condamne. Et quand on a fini de condamner, on continue de tuer. Parce qu'on a condamné l'assassinat du sous-préfet de Batibo. On a condamné l'assassinat de l'enfant, du fils de Martha. On a condamné l'assassinat de Florence à Yafor. Ici, on condamne les assassinats tout récents. Et après, il y a quoi? Je pense que l'affaire est suffisamment grave. Et nous sommes dans une république. Nous avons un président de la République qui est garant de la sécurité, qui est garant du bien-être des populations. Et il y a un document, il y a un texte, il y a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution du Cameroun, qui donne des prérogatives au président de la République d'intervenir quand la situation devient grave. En cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, c'est ce que dit la Constitution, le président de la République peut, par décret, déclarer l'état d'urgence. Moi, je pense que la situation est suffisamment grave dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour que l'État, pour que le président de la République prenne des mesures graves. Oui, mais entre-temps, on a engagé la reconstruction de ces... Oui, moi je pense que ça c'était des mesures à long terme. Il y a une mesure à court terme. Comment faut-il... On ne peut pas parler de reconstruction. On est en pleine reconstruction et un jour après, quelques temps après, on égorge à Bondo Vision une jeune fille. On a atteint l'état de la déshumanisation. On n'est plus à l'état de la resocialisation ou de socialisation. Nous avons atteint l'étape de la déshumanisation. Les provinces du nord-ouest et du sud-ouest sont à la limite souillées. Il faut même les purifier. Moi, je pense qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent par rapport à cette dérive-là. D'accord. Alors, émergence de ce matin, Thierry Yopin fait le bilan, en tout cas, de ces atrocités pour une période précise, de mai à août. Il faut dire que
Avant toute chose, je souhaiterais une fois de plus m'incliner devant la mémoire de ces Camerounais qui sont sacrifiés à l'autel des intérêts parfois égoïstes, égocentriques de quelques autres Camerounais, de compatriotes qui, sous le fallacieux prétexte d'aucuns trouveront que c'est assez spécieux comme argument, mais sous le fallacieux prétexte, je le dis encore, de la bipartition du Cameroun, sont prêts à détruire leurs propres frères. Il est inconcevable que les gens continuent à faire ce genre de choses. Tant qu'on continue à tuer, tant que les anglophones continueront à tuer d'autres anglophones, la situation n'évoluera pas. S'il y avait un conseil à leur donner, il faudrait qu'ils déportent toute leur animosité, tout leur cannibalisme du côté de Yaoundé. Parce que c'est à Yaoundé que se trouve le siège des institutions. C'est à Yaoundé que se trouve le président de la République. Ces ministres-là et tout ça qui sont justement responsables de la gestion de ce genre de crise. Parce que tant qu'on continue à tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne résout pas le problème. Ça ne dérange pas. Rappelez-vous, à l'époque, on était encore tout petit quand on reprenait, comme nous retournait la déclaration du chef de l'État. Tant que Yaoundé vit, le Cameroun, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Tant qu'on vit sans problème à Yaoundé, rien ne bougera véritablement. Rappelez-vous, quand il y a eu quelques petits attentats à la bombe du côté de la capitale politique, il y a eu une mobilisation au pair, au point où les véhicules sont fouillés systématiquement aujourd'hui à Yaoundé. Si ces mouvements-là étaient déportés du côté de Yaoundé, je crois que Yaoundé se serait suffisamment décarcassé. Bernard l'a suffisamment dit tout à l'heure, nous sommes en état d'urgence. Ces gars ont atteint un degré de cannibalisme qui ne dit plus son nom. Il est inconcevable que les États, on dit des États-Unis, les représentations diplomatiques au Cameroun ont réagi à travers des tweets. Malheureusement, si vous aviez lu l'une des sorties de professeur Mila Assouté, malheureusement qui n'a pas été suffisamment relayé par la presse, aujourd'hui, il revient là-dessus. Ces représentations diplomatiques au Cameroun, ces pays justement qui sont au Cameroun, qui condamnent, on parle d'indignation, qui condamnent ces atrocités-là, hébergent dans leur territoire ces donneurs d'ordre. Vous voulez qu'on cite des noms ici, qui se pavanent en toute tranquillité, en toute aise dans ces pays avec leurs familles respectives et continuent à financer des rébellions inutiles, des tueries inutiles au Cameroun. Il faudrait que les États-Unis, l'Angleterre, la France et les autres commencent déjà par traquer les donneurs d'ordre qu'ils hébergent dans leur pays. C'est par là que va commencer la solution. Mais on ne peut pas. Le mal est endogène, certes. Les solutions sont certes endogènes, mais la racine du mal vient de ces pays-là. Il faudrait que les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les autres pays qui hébergent ces donneurs d'ordre commencent déjà par les traquer. Parce que si c'était les citoyens américains, si on avait égorgé un seul citoyen américain en Mondovision, comme on l'a vu là, vous avez vu ce qui s'est passé avec Freud. Ce qui s'est passé comme marche, les Américains ne toléreraient pas ça. Mais là, il suffit seulement de quelques tweets, de quelques indignations, et voilà, la page est tournée. Non, il faudrait qu'on aille au-delà et que le chef de l'État qui est garant justement de la souveraineté de ce pays frappe du poing sur la table, décrète d'état d'urgence et frappe avec la dernière énergie ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Parce que ça continue, je vous assure que la situation sera intenable. Aujourd'hui, ces gars se sont transformés parfois en braqueurs, en violeurs, en criminels, simplement parce qu'ils évoluent dans une sorte de no man's land. Voilà, donc le journal Intégration ne rate pas l'occasion de parler de décapitation ce matin. Père et inconnu. On parle donc de la trilogie de l'horreur dans le nord-ouest et sud-ouest. Alors, c'est pour résumer un peu ce que vous êtes en train de dire, expliquer ce qui se déroule justement dans ces deux régions anglophones. Oui, il faut dire hein, que les gens vont vous rétorquer que maintenant, attends, un état d'urgence, on peut même aller jusqu'à l'état d'exception. Ah bon, décréter un état d'urgence, c'est restreindre les libertés individuelles des citoyens. C'est le prix à payer. Je crois qu'il faut procéder par l'assainissement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'ils sont là. Il faut les extirper. Ce qui tue les autres Camerounais, ce qui les tue, parce que moi je ne parle pas du nord-ouest, je parle des Camerounais parce que le nord-ouest et le sud-ouest font partie intégrante du Cameroun. Il faut que
parce qu'on a parlé d'un régime particulier pour le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il faut qu'on mette des mesures particulières. Parce que c'est une situation particulière. Il faut assainir. Ok. Alors, dans tout cela, dans le journal ce matin, Émergence, qui parle donc du NOZO avec le nord-ouest et le sud-ouest, dans le bilan des atrocités commises donc entre mai et août 2020. Et Intégration parle donc de décapitation, peur et inconnu, la trilogie de l'horreur dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous aurez l'occasion de lire. On va sortir avec cette autre information contenue dans le journal Le Messager, parlant de spoliation foncière. Le sous-préfet de Douala, deuxième victime de machination. C'est une question. Vous avez lu l'article? Non, pas véritablement, mais je suis quand même cette affaire de manière particulière. Non, c'est pas, c'est une affaire assez rocambolesque quand même. Hein. C'est un sous-préfet en fonction qui, dit-on, a voulu aider un confrère. En fait, c'est un confrère, c'est un directeur de publication qui est en bisbille avec le sous-préfet du côté du quartier Bois des Singes. Et je vous rappelle, pour le peu d'informations et des enquêtes qui sont en cours, que dans cette zone-là, le sous-préfet, effectivement, est propriétaire d'un lopin de terre, tout comme le confrère en question. Apparemment, les deux ne se sont pas entendus sur un certain nombre de la gestion de ces lopins de terre qu'ils auraient acheté en commun. Je dis bien aurait parce que l'affaire est encore en cours et il faudrait que l'on voit plus clair. Parce que un sous-préfet en fonction, certes, il peut acheter le terrain, mais être en bisbille justement avec ses voisins, parce qu'en fait, les deux sont voisins entre celui dont le terrain est écrolé et le sous-préfet. Les deux sont en train de construire chacun de belles maisons du côté du Youpoué. Je crois que bientôt on publiera ces images-là. Il faudrait que les autorités comprennent que ce n'est pas parce qu'on gère un certain nombre de dossiers qu'on doit nécessairement utiliser la puissance de l'État sur les civils. Alors, vous n'allez pas vous reprendre puisque vous prononcez puisque c'est la fin de l'émission. Je ne vous sanctionne pas, mais juste que le temps. Suivant les règles de l'art, moi je ne vois pas de problème. D'accord. Alors, merci. Vous aurez l'occasion de lire tout cela dans la presse ce matin. Merci. Bonne journée à vous. Demain, 9h20, nous serons encore là pour vous rendre compte de ce que la presse propose également. Bonne journée à tous.